Dans tous ses états, le fait du jour. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle. Comment... Déjà, le grand Jean Ferrat, dans sa chanson La Montagne, a abordé cette thématique, le poulet aux hormones, qui a été le symbole de la malbouffe. Va-t-on enfin pouvoir en République française, quand on sait ce que cela représente pour nous, l'acte alimentaire, notre patrimoine culinaire, gastronomie, pas seulement, la façon de savoir manger, va-t-on enfin pouvoir tordre le cou à la malbouffe, dont on sait aujourd'hui qu'elle n'est pas seulement une mauvaise habitude, c'est un fléau économique et social, sanitaire, qui coûte des milliards, et puis surtout qui nous fait reculer dans notre monde culturel, dans notre univers environnemental, social, voilà, et patrimonial. Alors, en studio, j'ai le bonheur et l'honneur de recevoir Olivia Grégoire. Attention, c'est pas n'importe qui. Cette femme n'a pas sa langue dans sa poche. Députée de Paris pour Ensemble pour la République, Renaissance, nul n'est parfait, madame la députée, et surtout ancienne ministre de l'entreprise, du tourisme, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Olivia Grégoire connaît bien les thèmes dont nous allons débattre et elle a essayé courageusement. Je vous félicite, madame la ministre, d'avoir essayé, alors que vous appartenez à une majorité dont j'estime qu'elle n'a pas fait tout ce qu'elle pouvait. Rappelons qu'il y a eu les États généraux de l'alimentation en 2017, un discours exceptionnel du président de la République le 11 octobre 2017, on va en parler. Il y a eu une loi Egalim 1, elle était tellement pas bien qu'il a fallu en faire une deuxième, une troisième. Bon, maintenant c'est vous qui prenez la vache normande ou le taureau de Camargue par les cornes. Vous avez réuni les États généraux de l'éducation alimentaire à l'hôtel de l'AC, la présidence de l'Assemblée nationale, avec, j'allais dire, un aréopage de compétences de tous les qui se sont réunis ce jour-là. J'étais là pour savoir comment on pouvait mieux s'en sortir, et vous êtes là engagé dans ce combat contre la malbouffe. Je résume comme ça, c'est plus subtil que ça. Voilà. Qu'est-ce qui vous a pris, femme politique que vous êtes, de vous consacrer à ce sujet-là en particulier? Bonjour à tous et merci de m'inviter. Qu'est-ce qui m'a pris? Bon, d'abord, ça vous étonnera pas, je suis pas totalement de votre avis, c'est le charme du débat. J'espère bien. Moi, je crois qu'on a un président de la République, Emmanuel Macron, qui depuis des années, chacun a ses forces et ses faiblesses, mais qui en tout cas n'a pas failli sur l'enjeu gastronomie et culinaire, et n'a pas failli non plus sur l'enjeu de la juste rémunération de nos producteurs agricoles. J'en ferai pas 10 minutes, mais je veux quand même rappeler que sans la loi Egalim, il n'y avait pas... il y avait la possibilité, surtout pour les producteurs, de se faire acheter leurs produits à perte. Enfin, il a fallu la refaire. Oui, cher Perico, vous êtes un homme honnête. Quand on fait une loi, c'est que la première Elle est compliquée, cette loi. Oui, je veux bien. N'empêche que le seuil de revente à perte, sauf erreur de ma part, ça n'existait pas avant. C'est peut-être pas parfait, mais il faut l'améliorer. Mais en réalité, faire en sorte que les industriels et les distributeurs n'achètent pas en deçà du prix de production à nos agriculteurs, c'était quand même la base. C'était le principe. Quand vous voyez les agriculteurs, ils n'ont pas tous bénéficié à l'heure qu'il est du phénomène. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui m'a pris pour vous répondre? Il m'a pris que, d'abord, j'aime la bonne bouffe. On a le droit d'être député de Paris et d'avoir en partie des racines bretonnes, d'avoir vécu au Pays Basque et d'aimer notre pays et ses fromages et sa gastronomie. Mais même à Paris, on mange bien, viscéralement, et je l'aime depuis toujours. Et en réalité, lorsque j'ai servi au sein du gouvernement pendant quelques années, notamment les entreprises et la consommation, vous vous souvenez, 2022-2023, la guerre en Ukraine éclate et nous avons une énorme augmentation de l'inflation alimentaire. Et nous avons une réalité dans les grandes et moyennes surfaces de ce pays que j'appelle à ce moment-là la double peine. Je me rends compte qu'énormément de personnes les plus modestes achètent des aliments ultra transformés. D'ailleurs, croissance de l'achat des nuggets, il faut être précis, de plus de 12% depuis à peu près 2022. Croissance de l'achat de chips et autres denrées de grignotage, plus 5%. Et je me rends compte que c'est la double peine. C'est-à-dire que ces personnes achètent de l'ultra transformé, qui, comme il est très transformé, a demandé beaucoup d'énergie et se fait donc frapper d'une inflation alimentaire plus forte que les produits bruts. Et je me dis, c'est quand même terrible de voir dans ce moment de difficulté où le prix de nos courses augmente, les plus fragiles d'entre nous manger des trucs mauvais, pour le dire simplement et poliment, et manger des trucs qui, en plus, coûtent beaucoup plus cher qu'auparavant. Et donc, je me suis dit, et à l'époque, ça avait fait une polémique, mais la polémique est parfois salutaire, la preuve,
ça avait fait une polémique. J'ai eu un échange avec des lecteurs dans une presse quotidienne régionale, et je dis à ce moment-là, dans les échanges, peut-être qu'il faudrait aussi réapprendre la base, pardon, du bon sens populaire ou paysan. Tout à fait. Réapprendre à cuisiner une salade, un sandwich, un bourguignon, un parmentier avec les restes de la semaine, pour aussi essayer de faire diminuer la facture de l'alimentation, manger bon et pas plus cher. Et là, je prends une polémique, cher Perico, pleine balle, avec un média qui dit Olivia Grégoire a décidé de mettre en place des cours de cuisine à l'école pour faire baisser l'inflation alimentaire. On peut le citer, hein. Non, parce que moi je suis une nana positive. Non, Olivia Grégoire, on est dans le débat, on n'est pas dans le dénigrement, mais errare humanum est, sed perseverare diabolicum, et j'espère qu'ils ne persévéreront pas. Et à ce moment-là, j'appelle la rédaction et je leur dis mais j'ai jamais dit ça. Je dis juste un truc qui me paraît simple. Est-ce que il serait pas bien de réapprendre à nos gamins, comme nous on a pu l'apprendre ou nos parents, ce que sont des courgettes, des fenouilles, oui. Quand est-ce qu'elles poussent, quand est-ce qu'on peut les manger, et soyons fous, comment on fait pour les manger. Et c'est né comme ça. Et donc, d'abord, je me suis rendu compte, heureusement, et ça c'est la deuxième bonne nouvelle, que j'étais pas du tout la première à y penser. Et donc, je me suis dit, en cette rentrée un peu morose, pour pas dire compliquée, et si je faisais quelque chose de positif, Perico Légas, et si je rassemblais au sein de l'Assemblée nationale toutes ces associations, tous ces élus, tous ces enragés de la bonne bouffe dont vous êtes, tous ces journalistes, tous ces bénévoles. Plus de 300 personnes sont venues pour dire nous on est engagés partout en France, en Occitanie, en Bretagne, dans le Nord, dans le Grand Est, dans les écoles, pour faire apprendre à nos gamins la base de l'alimentation. Donc je me suis dit, en fait il y a énormément d'initiatives dans ce pays, rassemblons les gens qui font plutôt que ceux qui causent. Oui. Et mon job, poser un cadre autour de ces initiatives, poser une proposition de loi que je suis en train de finaliser, qui sera déposée à la fin du mois d'octobre, pour rendre l'éducation à l'alimentation obligatoire à l'école. L'oignon fait la force, comme disait le cardinal Mazarin avec son accent italien. Oui, Olivia Grégoire, je suis d'accord, vous posez le problème et vous le faites courageusement, je le redis. L'instruction civique, qui a un peu disparu de notre enseignement scolaire, apprend à se comporter en citoyen. Qu'est-ce que sont les institutions, comment voter, voilà. L'instruction civique doit aujourd'hui être complétée par une instruction, j'allais dire à la consommation, une instruction alimentaire. Dans les projets, il y a des projets qui existent depuis longtemps, l'Institut français du goût, les classes du goût, depuis 1974. Il faut aujourd'hui plus que jamais, mais carrément, là vous parlez du stade de la transformation des produits. Un peu de cuisine, un peu de culture, un peu de culture culinaire, mais en deçà de cela, c'est au niveau du solfège, réapprendre aux jeunes enfants, à partir du primaire, ce que c'est que l'acte alimentaire, la distinction entre les différentes saveurs, les produits, les origines, de façon à ce que notre patrimoine alimentaire agricole, les agriculteurs souffrent, ils sont à la ruine pour certains. C'est l'objectif du Ils texte. ne vendront pas leurs produits s'il n'y a pas une demande. Et il n'y aura pas de demande efficace s'il n'y a pas une connaissance, un savoir du consommateur pour faire la distinction entre ce qui lui fait du bien, à lui, à sa santé, au pays, aux paysans, j'allais dire même à l'Europe, et sinon satisfaire les intérêts financiers de l'agro-industrie et de la grande distribution, dont on a besoin. Mais est-ce qu'on peut introduire un peu d'éthique dans cette façon de se nourrir aujourd'hui en France ? C'est tout l'objectif. Nom de Dieu. Former, et vous l'avez dit, bien sûr les futurs mangeurs, parce que c'est bien joli d'avoir des très grands chefs, d'avoir cette culture culinaire, d'avoir... Qui viendra... Ça c'est la charrue. Voilà. Mais il y a la charrue, il y a les... Il nous faut les bœufs. Très bien, il nous faut les bœufs, et il nous faut aussi former les futurs consommateurs. Je vous écoutais juste avant, c'était passionnant, Garbure et Castelnaudary et autres cassoulets. Quand j'étais ministre de la Consommation, moi je me suis battue, on a augmenté les amendes pour francisation sur des produits qui nous prenaient pour des idiots, pour rester polis, en mettant un drapeau, avec des faux labels, mais avec du bleu, blanc, rouge pour faire joli, la fausse cocarde pour et faire qui n'était absolument pas produit dans notre pays, et dont la MPA, la matière première agricole, n'était parfois même pas européenne, pour former des bons mangeurs, former des bons consommateurs. Alors, je vais dire une chose. Une assise. Est-ce que la DGCCRF, la fameuse répression des fraudes, qui est là pour surveiller, est-ce qu'elle dispose vraiment des moyens dont elle a besoin pour empêcher que des voyous et des margoulins trichent? Elle dispose des moyens. C'est pas ce que disent, hein. C'est pas ce que disent à la DGCCRF. Alors, pardonnez-moi, pour avoir été leur ministre, et je me réfère par exemple au budget de l'année dernière, il y a une très grande réorganisation, parce qu'il vous a pas échappé qu'il y a une mutation de la consommation. La DGCCRF, c'est François Fillon qui l'avait démantelé au départ, en disant qu'il y avait fallait arrêter d'emmerder les entrepreneurs. Ouais, et heureusement que c'est pas François Fillon qui a été élu, parce qu'heureusement qu'on a la DGCCRF. Pardonnez-moi, et je les salue. La critique est aisée, l'arrêt difficile.
facile. Ceux qui vont traquer dans les restos, ceux qui vous donnent à manger n'importe quoi, c'est eux. Ceux qui vont traquer sur les sites web, les arnaques, c'est eux. Ceux qui traquent l'ultra fast fashion, etc., c'est eux. Moi, la dernière fois que je les ai vus l'an passé ministres, il n'y avait pas de demande d'augmentation de budget, il y avait une demande peut-être de réorganisation, puisqu'ils ont affaire à des nouvelles formes de voyous sur la consommation. Mais en tout cas, c'est une administration qui bosse et qui bosse bien. Ce qu'on voit aujourd'hui, je vais aller un peu loin, mais moi je crois que c'est même pas une épidémie, c'est une pandémie que nous avons devant nous, Perico Légas. 1 adulte sur 2 est en surpoids. 1 sur 5 est obèse. x2 l'obésité chez les adultes en 30 ans, x4 chez nos jeunes. Et imaginez, chez nos enfants, les parents qui nous écoutent, les moins de 18 ans, leur rapport quotidien en sucre, c'est 10% de leur nutrition versus 7 à 8% pour les légumes et les fruits. C'est une pandémie que nous avons devant nous. Il faut qu'on réagisse et qu'on apprenne les bases à nos enfants. Eh bien justement, on a Paul qui nous appelle de Damazan, dans la Gascogne. Il dit « Je suis producteur de fraises et de poivrons. On est le pays de la gastronomie, mais les gens ne savent plus manger. » N'est-ce pas, Paul ? Oui, bonjour Perico, bonjour Olivia. Bonjour monsieur. Emmanuel. Donc moi je suis agriculteur, on fait des fraises, on fait des poivrons, on fait du gavage de canard, on a aussi des céréales. Donc on est dans la gastronomie. La loi Egalim, le problème de la loi Egalim, c'est qu'elle favorise les produits importés qui ne sont pas soumis. Aujourd'hui, on est confronté à des importations massives de produits de bas de gamme qui viennent de partout et qui sont pas chers parce que eux sont pas soumis à la loi Egalim. Donc ils peuvent acheter 20 centimes le kilo, revendre 2 euros, ils font 1,80 € de marge, la grande distribution, et nous, au prix où c'est affiché, on passe pas. Oui, voilà. Bien sûr, Olivier Grégoire. Le premier problème. Alors, qu'il y ait des problèmes sur la loi Egalim, c'est certain, que c'est d'ailleurs pour ça qu'on a dû s'y reprendre à plusieurs fois. Je redis, avant la loi Egalim, il n'y avait même pas de notion de seuil de revente à perte. Donc, c'est aujourd'hui, à mon sens, un des dossiers prioritaires que devrait prendre la ministre en charge de l'agriculture. Je pense qu'on n'y est pas encore, et notamment sur le sujet que vous avez pointé, mais aussi sur les produits d'hygiène. Souvenez-vous, l'année dernière, il y avait eu un texte de loi pour empêcher les promotions sur les produits d'hygiène. Mais pour le coup, est-ce qu'on a bon espoir que le ministère de l'Éducation et de l'Agriculture puisse se mettre d'accord ? Moi, j'ai envie de vous dire une chose. C'est ça l'essentiel. J'ai envie de vous dire une chose, pour avoir beaucoup traité de ces sujets d'alimentation au Parlement. Qui trop embrasse, mal étreint. C'est une règle dans la vie, c'est une règle en politique. Quand on fait un texte qui porte sur l'alimentation au Parlement, très souvent, il y a beaucoup de députés qui veulent charger le texte de loi de 1001 choses. Total et bénéfice, on se met pas d'accord. Total et bénéfice, la loi ne passe pas. Moi, j'ai un objectif simple. Déposer une proposition de loi qui pose une chose, rendre obligatoire l'éducation à l'alimentation à l'école et permettre d'accompagner les établissements qui n'ont pas les moyens, soit pour former les enseignants à cette éducation alimentaire, soit pour rénover leur cantine. C'est prévu quand ? Elle est déposée fin octobre, elle sera, je l'espère, discutée avant la fin de l'année, mais ce que je veux dire à notre auditeur, c'est que moi je suis pas une lâche. Je ne nie pas qu'il y ait des problèmes. Je dis que ça n'est pas dans une petite proposition de loi que je vais porter qu'on va pouvoir résoudre tous ces problèmes. Et je dis, de grâce, ne mélangeons pas tout. Vous voyez, j'ai parlé avec des assos, il y a le sujet aussi de la publicité pour l'alimentation très gras, très sucrée à destination des enfants. C'est aussi un sujet. Si on met 14 objectifs dans un même texte de loi, aujourd'hui, vu la configuration du Parlement, ça ne passe pas. Nous sommes d'accord. Moi, j'ai un objectif, je veux que ça passe. Vous reviendrez en parler parce que le sujet n'est pas clos. Il ne fait que démarrer et c'est un sujet simple, plein de bon sens. Mais pour que monsieur, on puisse continuer à manger des fraises françaises et vos poivrons, encore faut-il, d'ailleurs, j'appelle nos amis distributeurs à suivre l'exemple de celui qui l'a fait. Arrêtez de vendre des fruits rouges lorsque ça n'est pas la saison. Le message est reçu. Certains distributeurs le font, pourquoi pas les autres ? Merci d'être... Et promouvons nos produits fruits rouges quand c'est la saison dans nos hypermarchés. Merci pour cette prise de position, Olivier Grégoire. On vous revoit bientôt. Restez avec nous, nous allons parler du Louvre et nous allons parler du sexe sur les cartes d'identité.